Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Instant Court sur Spectre. Nous sommes évidemment en direct, vous voyez, chaque soir on est un peu moins en retard que la veille. Peut-être qu'à ce rythme-là, jeudi, nous commencerons à 18h pétante. En tout cas, vous en avez l'habitude, nous sommes ensemble pour une heure de cinéma, une heure de court-métrage, une heure de blagues déplacées et d'humour franchement grisant. Mais une heure de bonne humeur et une heure surtout à discuter ensemble de tout ce qu'on crée, de tout ce qui se fait ici sur ce 44e Festival international du court-métrage, en plein cœur de l'Auvergne. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir plusieurs réalisateurs, plusieurs réalisatrices et nous allons commencer sans plus tarder avec nos deux premières réalisatrices, Faustine Crespi et Laetitia Montalembert, qui vont nous parler de leur court-métrage. Laetitia, Faustine, merci d'être sur notre plateau ce soir dans Instant Court. Bienvenue. Merci de nous avoir invités, ça fait très plaisir. Avec Anouk également. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Qui va pouvoir mener cette interview avec moi. Alors, réalisatrice en duo d'un film qui s'appelle Cataracte. Peut-être un petit mot rapide sur le synopsis, l'histoire, un peu le topo pour notre public. Alors Cataracte, c'est un court-métrage dans lequel on suit l'étrange journée de Nikki, qui est une femme marginale, une ancienne foraine, qui, au moment où commence le film, vient de perdre ses dernières allocations, donc le seul lien qui l'a séparée de la rue, en fait. Et dans l'idée, elle va se battre un peu corps et âme pour essayer de confier son chien, en fait, qui est la personne qui compte le plus à ses yeux, la prunelle de ses yeux, et elle va essayer de le confier un peu à la dernière personne possible, puisqu'au début du film, donc, elle décide d'en finir, et donc elle va essayer de le confier à un contrôleur de la CAF de Paris. Voilà, je l'ai très mal pitché, mais je vous conseille d'aller le voir, ce sera mieux. Anouk. D'abord, bravo pour ce film, que j'ai trouvé très percutant et étonnamment lumineux, parce que le sujet est quand même assez lourd. Et je voulais d'abord vous demander pourquoi avoir appelé ce film Cataracte. L'idée, c'est d'avoir ce chien dont personne ne veut, qui est lui aussi un peu en fin de vie. Du coup, c'est Cataracte pour ce chien-là, mais aussi c'est une façon de montrer que, comme dans un film de Déciment, Jacques, il ouvre les yeux sur une situation qui est face à lui. Ce fameux chien. Voilà. Pour voir effectivement qu'il a une belle tête. Et du coup, c'était aussi une manière de montrer cette chose-là aussi, de Jacques qui ouvre les yeux sur cette situation. Et voilà, c'était une double lecture. Et justement, pourquoi avoir choisi de donner une place si centrale au chien? Parce qu'il vient presque de l'héros du film. C'est lui qui a la première scène du film. C'est lui qui fait aussi partie de la dernière scène du film. Donc pourquoi, c'est original, mais pourquoi dans un sujet comme celui-ci avoir choisi un chien comme presque héros du film? Alors, je pense qu'au niveau de la symbolique, évidemment, ce chien, comme le disait Laetitia, personne n'en veut. Donc forcément, c'est un petit peu la symbolique d'une situation, voilà, que personne ne veut voir et ne veut régler. Et on avait un peu envie de faire une fable, en fait, à travers cette histoire. Donc le chien, c'était aussi le moyen de raconter les choses sans être forcément trop explicite et d'amener un ton un petit peu entre la comédie et le drame, en décalant un petit peu le sujet sur cet animal qui a sa dimension un petit peu loufoque. Je pense que c'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. Ouais, je pense que aussi, on raconte l'histoire de quelqu'un qui est d'une femme marginale qui est très isolée et qui est tellement isolée qu'elle ne sait pas à qui confier son chien, et elle se retrouve à essayer de le confier quand même de façon assez incongrue à un contrôleur de la CAF. Et donc le chien, ça raconte aussi ça, quoi. C'est le seul lien qu'elle a, en fait, et c'est la seule chose qui compte à ses yeux avant de quitter ce monde, c'est son chien. J'aime bien cette idée qui a été avancée qu'il y a un propos dramatique, mais en fait il y a un peu de légèreté. Et justement, effectivement, ce travail sur la façon de filmer le chien, de le poser là. Alors il est à la fois l'ambassadeur et la caution du propos dramatique, parce qu'effectivement, ce chien qui est quasiment aveugle, en tout cas qui galère à voir clair, revêt une dimension tout à fait dramatique et il porte un peu le propos du film. Mais il y a aussi un peu de légèreté, parce qu'il y a plusieurs fois on l'entend chouiner, on le voit, alors il est tout fatigué, personne n'en veut, et finalement ça donne aussi une petite nuance de légèreté, ça fait sourire. C'était voulu, ce contraste entre légère comédie et ton dramatique? Oui, c'était complètement recherché. Effectivement, Cataracte, c'est un court-métrage avec un ton assez grinçant. On
avec Laetitia, on avait envie de faire un film un petit peu qui traite d'une situation qui est dramatique, mais évidemment en servant de l'humour un peu comme une arme politique. Et on avait envie d'éveiller le regard du spectateur en le marquant à travers l'humour. Nous, on aime beaucoup les films qui ont cette capacité-là à nous faire rire tout en nous émeuvant. Voilà. Anouk ? Et il y avait aussi l'héroïne du film, qui est un personnage très excentrique et qui vient donner, je trouve, la singularité aussi. On a presque l'impression, d'ailleurs, avec l'employé de la CAF, qu'il y a un inversement du rapport de force, puisqu'au final, justement, elle danse, elle chante, c'est ce qui vient donner un côté absurde au film, alors que l'employé, en fait, il est anxieux. Enfin, voilà, il y a un inversement des rapports de force. Et ce personnage, il vous a été inspiré par quelqu'un en particulier, parce qu'il est quand même très original et singulier. Ouais, on s'est inspiré on était en train de travailler sur le film de Faustine en préparation dans un court-métrage qui était plus financé, qui prenait un peu plus de temps. Et on a un ami en commun qui est dans une situation assez compliquée, où il a subi beaucoup de contrôles à domicile, assez intrusifs. Il était dans une situation très précaire où en fait c'est le seul lien le RSA, c'est le seul lien qui le protégeait de la rue. Et donc on a été très heurtés par son histoire et on a décidé d'écrire ça assez vite, quoi. On l'a tourné très vite dans l'énergie de l'écriture. Et c'est quelque chose qu'on a pensé de manière dans un dispositif assez simple, dans un petit huis clos, justement pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est par rapport au personnage de Niki. Par rapport au personnage de Jacques, je pense qu'on s'est un peu inspiré évidemment de ce que l'acteur pouvait amener et aussi de toutes les caractéristiques de quelqu'un qui commence un job et qui a envie de s'intégrer dans une société qui lui paraît un petit peu injuste. Ouais, et c'est important pour nous. On s'est beaucoup posé la question sur comment représenter justement ce personnage, ce contrôleur de la CAF, sans tomber dans quelque chose de trop manichéen ou de trop caricatural ou d'en faire un... On se demandait, est-ce qu'on en fait une femme, un homme, est-ce qu'on en fait très secrétaire et en fait, lui aussi, d'une certaine manière, il est victime du système et il fait ce qu'il peut pour essayer de s'intégrer, de passer son premier entretien comme il peut. Et donc, on a voulu faire quelque chose de pas trop caricatural là-dessus. Et justement, on va pas révéler l'histoire du film, évidemment, vous irez le voir, chers spectateurs. Mais il y a une complicité qui se noue en fait dans ce film entre ce contrôleur et cette vieille dame. Donc effectivement, il y a aussi une forme d'humanité et on sent bien qu'il essaye de faire de son mieux, mais il est partagé entre l'obligation de faire son travail au mieux et respecter cette pauvre femme pour laquelle il est pris d'une certaine compassion et presque de la pitié à un certain moment. C'est ça un peu. Ouais, c'est complètement ça. J'aimais aussi beaucoup ce que vous disiez sur l'inversion des rapports de force, puisque c'est effectivement une des intentions du film, et je suis contente que ça vous ait marqué. Donc oui, je pense que vous avez assez bien résumé les thématiques du film. Moi, j'ai bien aimé. Alors, il y a beaucoup de caméras portées dans ce film, des plans rapprochés, des gros plans même. On capte bien les expressions du visage. On arrive à être dans l'intimité, presque dans la tête de cette vieille dame, et c'est là où nous aussi, en tant que spectateurs, on éprouve de la compassion et de la sympathie pour cette personne, parce qu'a priori, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait même être nous plus tard. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos partis pris filmiques dans la réalisation par rapport à tout ça ? Ouais, alors, je pense qu'on peut, pour mettre dans le contexte un peu, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est un film qu'on a fait avec c'est un film qu'on a fait avec un micro-budget. C'est un film fauché, quoi. C'est un film un peu autoproduit. Et qu'on a écrit, qu'on a voulu donc tourner dans l'énergie de l'écriture. Donc c'est un film qui s'est fait avec une toute petite équipe, très très jeune. Et c'était assez chouette d'ailleurs justement d'être avec. En fait, on était beaucoup avec des étudiants et du coup il y avait c'est pas la même dynamique sur un plateau et il y avait un échange qui était assez intéressant. Et donc voilà, on a fait ça avec vraiment des tout petits moyens. Et je sais plus ce que je voulais dire. Volonté d'être dans le point de vue de Niki. Donc effectivement, à l'image, on est comme vous le dites, dans cette idée de caméra épaule, dans des espaces assez restreints. Donc ça, c'était les contraintes du décor, mais qui étaient volontaires, puisqu'elle est isolée dans ce décor un peu sale et pauvre. Et par rapport à ça, il y a aussi cette idée d'évoluer dans le point de vue de quelqu'un qui est de plus en plus, on va dire, comme elle prend des médicaments, droguée, quoi. Voilà, elle est en overdose. Donc à l'image, on avait aussi un petit peu envie de raconter les différentes étapes
de l'overdose, qui vont de la grande jubilation au délire hallucinatoire jusqu'à l'évanouissement. Donc effectivement, à l'image, il y avait des intentions visuelles qui épousaient ce propos-là, quoi. Il y a une petite touche onirique elle se met carrément à voir son chien à la place de voir le contrôleur. On n'osait pas le dire, mais effectivement, très, très, très chouette moment. Anouk ? Bah, c'est bon. Fin des questions Ouais. pour Anouk. Moi, bon, c'est pour reparler du chien, mais j'aime vraiment la façon de filmer. Moi, ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'en fait, le chien pour les personnes âgées, c'est un peu l'incarnation, c'est un peu l'élément qu'on a en tête. D'ailleurs, nous, on s'amuse beaucoup à faire des micro-trottoirs à Clermont et à chaque fois qu'on croise une personne âgée avec un chien, on a envie d'aller voir cette personne. C'est à la fois le côté rigolo et en même temps le levier pas dramatique, mais c'est un élément qu'on associe obligatoirement aux personnes âgées. Est-ce que vous vous seriez imaginé un seul instant faire un film avec un autre animal qu'un chien, un chat par exemple ? Est-ce que ça aurait marché ? On n'y a pas vraiment pensé. Le chien s'est imposé tout de suite. En Le fait. chien, ça imposé assez vite. Ouais, Et- Niki, c'est une ancienne foraine, donc c'est vrai que c'est effectivement un chien qui nous paraissait caractériser aussi ce passé-là. Enfin, un animal qui nous paraissait aller avec ce passé-là. Mais on aurait pu effectivement penser à quelque chose d'autre, du moment que c'est un animal dont personne ne veut, qui n'est pas de toute jeunesse, ça aurait pu marcher, quoi. Après, il y a une réalité aussi pratique où les tournages avec les animaux, c'est très compliqué. D'où la question, Ouais. effectivement. Ouais, on a eu beaucoup de chance avec Crapote, elle s'appelle Crapote, qui était très docile, mais ça peut devenir un cauchemar, quoi. D'aller essayer de faire aller l'animal là où tu as envie qu'il aille, tu peux t'empêtrer pendant des heures. Donc le chien, c'était quand même ce qui avait plus facile. Ou le poisson rouge, mais ça marche moins bien pour le propos Ouais, dramatique. c'est moins... Ouais. Moi, j'ai une question aussi sur tout ce qui est la musique. Bon, le bruitage aussi, c'est intéressant. Comment vous avez travaillé donc, déjà au niveau des sons, en termes d'habillage de son, vu que vous dites que vous aviez un petit budget et ensuite, le travail sur la musique, parce que c'est vrai qu'elle a une place aussi importante dans le cours, puisqu'on voit, alors, outre les passages d'overdose, de médicaments, et potentiellement aussi le fait que le chien voit moins bien, donc on a une attention particulière sur les sons. La musique et les bruits sont importants dans ce cours. Comment est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Il y a déjà cette musique extra-diégétique qui est de Hildegard Knef et qu'on a mis dans ces moments d'union en fait de Niki avec son chien. Donc quand elle le lave et puis quand elle part en délire hallucinatoire, on a cette musique qui revient comme une sorte de dernier appel à la vie, à ce qu'elle aime. Et on a aussi, évidemment, comme vous l'avez souligné, tous ces bruitages qui caractérisent le chien. Donc, c'est un chien qui a du mal à respirer, qui grogne, qui fait des bruits un peu dégoûtants. Donc, ça renforce effectivement cette idée que personne n'en veut. Même les voisins, etc., vraiment, quand ils le voient, ils le supportent pas. Donc, il y a différentes intentions qu'on a appuyées en fait, à travers l'écriture du son dans ce film. Voilà. Et je suis contente que vous les ayez soulignés. Alors, comment vous avez enregistré justement les sons du chien ? Parce que je suppose que ça a été fait après et pas forcément pendant les scènes. Comment vous avez travaillé ça ? Parce que c'est un travail particulier aussi. Hein. On a fait des sons seuls avec Crapote, la chienne, qui en effet ronflait beaucoup. C'est un bulldog, quoi. Donc on a pris beaucoup de sons pendant le tournage. Et on a eu un étudiant bruiteur qui était super. On a beaucoup travaillé donc, en post-production avec des étudiants, effectivement. Et on a eu donc beaucoup d'élèves de l'Écart, une école à Paris, qui sont venus un peu nous aider à travailler le mixage, puisqu'on n'avait pas de budget donc, pour travailler dans un endroit professionnel. Et effectivement, on a refait pas mal de bruitage du chien pour renforcer cette intention-là. Mais on n'avait que 3 jours de tournage, donc on a quand même fait un max de son seul tant qu'on pouvait, quoi. Il y a ce robinet qui goûte qu'on a un peu accentué pour montrer un peu la course contre la montre dans laquelle Niki se trouve au moment du film. Et c'est ce genre de détails. Mais on est content de vous voir. En tout cas, on a vu tout ça et on encourage vivement les festivaliers à aller voir ce court-métrage en compétition dans la catégorie, dans quel programme ? National, donc vous pouvez aller le voir en F4. F4. Pendant le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Dépêchez-vous, hein, il s'achève déjà ce samedi, ça passe vite. Le temps file à toute allure ici. Merci Laetitia et Faustine d'être venues sur notre plateau en directement Merci Instant beaucoup, Court. merci à vous. On va continuer avec Anouk sur le plateau avec une chronique, c'est Chasse à court. Aujourd'hui, on va vous parler d'un court-métrage espagnol. Anouk, aujourd'hui, tu nous parles donc d'un court-métrage espagnol qui s'appelle Norte. Un cours de Javier Garcia, une fiction de 15 minutes. Pourquoi tu as choisi ce court-métrage ?
Alors, j'ai choisi ce court-métrage déjà parce qu'il s'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, en fait, c'est l'histoire... ça met en scène un dialogue entre un ancien terroriste et l'épouse de sa victime. Et en fait, c'est inspiré de faits réels puisque les autorités basques avaient effectivement mis en place un dispositif qui consistait à mettre en dialogue la victime et l'ancien terroriste, des terroristes de l'ETA. Donc, On regarde le teaser. Teaser tout en espagnol pour les plus puristes d'entre nous. Me llamo José Antonio Urquía Mendiola. Tengo 31 años. Nacido en Rentería. Socialista e independentista vasco. ¿Le conocías? ¿No sabías quién era? No. ¿Y por qué lo hiciste? Me dijeron que le habían disparado 2 tiros a bocajarro y por la espalda. Y que aún así no había muerto en el acto. Quería seguir viviendo. Voilà, pour les plus hispanophones d'entre nous, j'espère que vous avez capté l'essentiel du propos, mais Anouk, ce qui est intéressant dans ce cours, c'est qu'il repose entièrement sur un dialogue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, le film a réussi en fait à relever un défi, c'est de nous captiver tout le long, alors qu'il n'y a pas d'action mis à part le dialogue donc entre l'ancien criminel et l'épouse de sa victime. De plus, ça repose que dans un seul lieu, c'est un huis clos et c'est un plan séquence. Et ça arrive vraiment à nous tenir en haleine, déjà avec le mouvement de la caméra qui en fait évoque ce qui est en jeu dans ce dialogue. L'enjeu de ce dispositif est essayer de faire communiquer les deux personnages que tout oppose et peut-être d'amener à un apaisement. Et en fait, le plan séquence nous montre le mouvement de la caméra au début. Il prend que très peu les deux personnages dans une même séquence, dans un même plan. Et il oscille sans cesse entre les deux personnages jusqu'à la fin du court-métrage où on les voit se rassembler dans un même plan plus serré. Donc... c'est vraiment en fait l'usage de la caméra qui va faire parler en plus des personnages qui s'expriment. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment de pas tomber dans une approche manichéenne, mais vraiment autant l'ancien terroriste que la victime, ils ont un temps de parole à peu près égal, ce qui permet, je pense, d'avoir une approche plus fine des problématiques qui sont en jeu. Et au final, même si a priori, au début, le dialogue semble impossible, ils arrivent à se réunir à la fin parce qu'ils arrivent même à trouver des points communs en fait, entre la situation de la femme et du combat de son mari et le combat de l'ancien membre de l'État. Donc pour moi, ce court-métrage, c'est une réussite parce qu'il arrive à captiver que par le dialogue, sans aucune action, si ce n'est la parole, et tout ça avec l'usage de la caméra. Donc un cours qu'on recommence. C'est ça. Un cours à aller voir dans les catégories Espagne, puisque c'est le pays invité sur cette 44e édition du Festival de Clermont-Ferrand. Merci Anouk de nous en avoir parlé. C'est notre moment prix de cours maintenant. Chaque jour, nous nous rendons sur le festival du court-métrage, dans les travées de la Maison de la Culture, sur le marché pro, parfois sur la brocante, d'autres fois à la cafette. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de festivaliers, de bénévoles, d'élèves et d'étudiants dans des classes de cinéma. Et vous allez voir, on les a pris de court. Allez, le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand qui se poursuit. Vous voyez, c'est pas la folie, mais quand même, aujourd'hui, il y a des VIP, des personnalités emblématiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Jean Rochefort. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes le président des Jeunes avec Jean Lassalle. Alors comment se passe cette campagne? Pardon? Nous sommes toujours sur le Festival international du court-métrage avec Lynn Renaud. Bonjour Lynn. On rappelle, vous serez en séance de dédicace ce soir à l'hôtel Kyriade en plein cœur de Clermont-Ferrand. Très bien, il y aura des bonnes choses à manger et à boire. Si, señor. Les ragoûts des poulets fermiers aussi. Mais si. Et oui, aujourd'hui, voilà, il y a tellement plus de bénévoles, plus personne sur le Festival du court-métrage qu'on se retrouve à devoir faire l'accueil. Le problème, c'est qu'on n'a aucun renseignement à donner, c'est n'importe quoi. Il y a déjà 2 personnes qui sont arrivées à qui on a dit visiblement des informations erronées. Dites-moi, mais je voudrais bien écouter, c'est quoi vous voulez bien sûr, c'est un média en ligne. Vous connaissez Jackie et Michel? Oui. Et ben voilà, c'est ça. Ah, génial. Voilà. Merci. Merci à vous, on dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Voilà. Merci beaucoup. Wesh. Pardon. Wesh. Je veux dire, wesh. Salut, quoi. Ah, bonjour, good morning. Ok, it's a beautiful vest. Oh, thank you. Thank you. See you, bye. See you. Bye. 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 Bye, bye. Bye, bye. On se fait chier, non? Ouais, on s'emmerde. Ouais. C'est mort de ouf. Mort de ouf. Putain. Et après, vous allez vous coucher, du coup, l'après-midi? Voilà, tout à fait. Grosse sieste en perspective. Voilà. Ouais, mais c'est pas grave, nous, on en loupe 3 ou 4 par séance. Ah, c'est quand même beaucoup sur des séances de 5. Ouais, mais c'est parce qu'on y va pour dormir, parce que les fauteuils sont super confortables. Ouais, je sais, dans cette salle-là, Verda, c'est pas très bien pour dormir. Ah, Varda, c'est... Vian, c'est plutôt cool. C'est cool, franchement. En plus, niveau température dans la salle, c'est top par rapport à l'extérieur. Ok. On est sur la rubrique météo, pardon, je précise pas. On commente la météo. Météo du jour. Merci, c'était le point météo en direct à la télévision. Bouh. Oh, bonjour. C'est surprenant la première fois. Tu disais que l'animateur, il avait un putain de charisme aussi et beaucoup de... Non mais ça, je le disais en off, mais je peux le dire face caméra. L'animateur, il a un putain de charisme. Franchement, j'adore. C'est super beau. Super beau. C'est aussi beau de ma vie. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Wow. Bon, on va pas rester trop longtemps parce qu'ils veulent tous me pécho maintenant, mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci, oui, au revoir, bonne journée. Une petite productrice, venez nous voir. Oui, c'est intéressant. Moi, en plus, j'ai mon oncle qui est producteur de salade. Est-ce que tu as une petite blague à nous raconter? Ouais, est-ce que tu connais la blague du nombril? Non. Bril. Et voilà, nous arrivons ici pour le premier meeting de campagne d'Anne Hidalgo, ici à Clermont-Ferrand. Le meeting qui commence dans 5 minutes et vous voyez, la salle se remplit. Enfin, difficilement. Hein. C'était un plaisir d'accueillir dans l'émission le petit-fils de Karl Lagerfeld, parce que franchement, quel plaisir. Écoutez, big up à Karl, en tout cas, ça nous fait plaisir en tout cas de représenter Karl Lagerfeld. Donc voilà, on est avec lui de tout cœur et voilà, une pensée pour lui et toute sa famille. Parce qu'il est mort. Hein. Ouais, nous sommes sur le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous sommes en direct depuis le speed dating silencieux qui est installé ici, sur le Festival du court. Ok, maintenant on est avec un groupe de fans de Spectre. Ils sont vraiment fans de la première heure. Regardez-moi ça. Et les gars, on dit merci qui? Voilà, comme d'habitude, des festivaliers qui jouent pleinement le jeu ici à Clermont-Ferrand. Et ça nous fait toujours plaisir. C'est l'heure de notre séquence libre cours. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre. Jingle. Pierre Triolier, le nouveau directeur du Festival du film Jeunes de Lyon. Bienvenue sur notre plateau, Pierre. Bonsoir, merci. Tu es venu nous parler d'un court-métrage au nom tout à fait imprononçable. Donc, je crois savoir qu'en français, c'est Toilette Fille Forever. Toilette je Fille crois Forever. même que c'est le titre international. Et ouais. En vrai, c'est du suédois. Alors, je ne ferai pas l'affront d'essayer de le prononcer. Mais voilà, ça veut dire Toilette Fille Forever. Alors, justement, de quoi ça parle, ce film? Eh bien, ça parle de toilettes. Voilà. Ouais. Ça parle, donc, c'est un huis clos qui se déroule dans les toilettes de filles, les toilettes pour filles d'une boîte de nuit ou d'un club d'ailleurs. Et en fait, voilà, ça met en scène 3 situations qui se posent, qui s'enlacent un peu, qui se résolvent les unes et les autres. Et le tout, en fait, sur un fond de toilette qui est formidablement remis en scène. Eh bien, justement, on va regarder le teaser pour s'imprégner de cette ambiance particulière.
Qu'est-ce qu'on peut bien trouver de cinématographique dans des toilettes, Pierre? Eh bien, parce qu'au fond, tout se passe dans des toilettes, dans ces décors de céramique, de carrelage aux couleurs douteuses. Et donc, on retrouve de tout, en fait. On retrouve les rires, les larmes, les déchirures, les réconciliations, les nouveaux départs. Et la réalisatrice, elle a su capter, en fait, avec brio, l'unicité et l'intimité de ces moments qu'on connaît tous, les moments de pause entre deux danses, entre deux vomis, entre deux vodka pomme ou d'autres choses. Et en plus, alors il y a une réalisation qui est vraiment incroyable parce qu'on croirait presque à un plan séquence tellement le montage est fluide. Et on l'a vu un petit peu dans la bande-annonce. Et en fait, ça parle surtout de femmes, d'histoires de femmes, mais surtout à travers ça, d'amour, d'amitié, de famille, de colère, de sexualité, de sororité, etc. Enfin, c'est un film qui, tout en vous réjouissant, pourra aussi trouver le militant ou l'indigné qui est en vous. Et voilà, c'est à voir en séance internationale 3. Il n'y a que toi pour parler aussi bien de toilettes, Pierre. Franchement, ça fait plaisir. Avec Petit plaisir. mot peut-être sur l'ouverture de l'appel à projet du festival du film Jeunes de Lyon qui a été lancé aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à fait, à minuit. Ouais, on a lancé donc l'appel à projet, donc un projet de court-métrage et de scénario pour la 7e édition du festival qui se déroulera en septembre, du 12 au 17 septembre. Et donc, la nouveauté cette année, c'est que nous acceptons les courts-métrages de moins de 60 minutes. Donc, on est à la limite CNC. Et on a enlevé également notre limite d'âge. Donc maintenant, en fait, quel que soit votre âge, vous pouvez quand même candidater au Festival du film Jeunes de Lyon, parce qu'on considère que maintenant, ce sont les films qui sont jeunes et non plus les réalisateurs et réalisatrices. Ça, c'est beau. Pour davantage d'inclusion, discuter avec Pierre Trillier. Il vous en dira quelques mots sympas. Merci, Pierre, d'être venu sur le plateau d'Instant Court. Avec plaisir. On va retrouver Bogoré maintenant sur l'espace salon qui est venu nous parler d'un court-métrage. Vous allez voir là aussi un peu surprenant. Salut Bogoré, merci d'être sur le plateau d'Instant Court pour ta deuxième chronique de cette semaine, troisième peut-être. Troisième déjà, le temps passe si vite. Bogoré, tu es venu nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Ali et son mouton miraculé. Ça, de quoi ça parle? Miraculeux. Voilà, exactement. Alors du coup, pour te faire le résumé du film, Evan, donc Ali, un jeune garçon orphelin de 9 ans, voilà, donc il va emmener son mouton pour le faire sacrifier en fait, en hommage à son défunt père qui est mort à la guerre. Et il va entreprendre un périple de 400 km et dans lequel on va le voir du coup s'engouffrer dans les montagnes d'Irak. Voilà, et voilà, donc on va suivre un petit peu son évolution, mais pas qu'à lui, mais aussi à celui de son mouton, parce que voilà, il va y avoir des rebondissements le concernant également. 3 minutes pour voir de quoi il s'agit dans ce court-métrage. ما أدري يما تفارق الدار ويظل ابنك يتيم بين الصغار ساكت ما يلاعب ربعه والجار. النذير يعترض على دم غير مسموح شن ذنب النذر يوم ويا مذبوح شو نفس المآسي أو نفس الجروح. بعد ما أقدر زهقني راسني فوق ويني بعد ما أقدر أنا. نذر أخذوا يا يما ولا درنا ومن قد المرض ذبلان عنا ما يقبل يموت وجابرينا. لا بعد وانا وخلينا الحال وانا
وصل الموت وهسه ما شاء الله قبل حيله. هاي مو معجزه هذه. قتلونا بقتل الحسين وقتلناهم بحب الحسين. لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين. نحرق حرملي بكل المحطات بلك الله وبعد ما نشوف نكبات وعلى كل شفات حزين نلاقي ضحكات. اوف 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 اوف. Moi, ce que j'ai énormément apprécié dans cette fiction documentaire, c'est le travail du son. Elle est vraiment impressionnante. On a vraiment tout plein de détails. Et par moments, j'ai même eu l'impression que on pouvait littéralement fermer les yeux et être complètement plongé dans le décor, dans le contexte. Et moi, ce que j'ai trouvé ça vraiment assez remarquable et finalement très agréable. Donc tu le recommandes, évidemment. Oui, très fortement. Un dernier mot sur le cours, quelque chose qui t'a marqué? Oui, alors moi c'est l'histoire qui m'a marqué. Donc c'est une histoire assez touchante. Micro ici. Pardon. Et c'est une histoire assez touchante avec des rappels historiques et un contexte géopolitique quand même très dur. Voilà, donc toujours, oui, toujours. On va avoir durant le court-métrage des témoignages et des extraits de familles quand même assez meurtries. Et donc du coup c'est un véritable hommage à tous les Irakiens morts et qui se sont finalement sacrifiés pour protéger leur pays et leur famille. Voilà. Avec une vraie histoire derrière, un vrai contexte derrière, un contexte géopolitique encore une fois très fort. Donc rendez-vous en salle à Clermont-Ferrand pour voir ce court-métrage Ali et son mouton miraculeux en compétition au festival de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Bogoré d'être venu sur notre plateau. C'est l'heure de notre séquence reportage. Notre visite de courtoisie aujourd'hui a eu lieu du côté d'une exposition Anatomie du Labo 14 grâce à des images triées par Elisa avec un sujet préparé par Maxime et Jordan. Nous voilà donc devant la salle Gaillard où se tient l'exposition Anatomie du Labo 14, une exposition en l'honneur de la sélection Labo. L'exposition Anatomie du Labo, le principe donc, c'est d'inviter des étudiants ou des artistes à réagir après le visionnage d'un film Labo. Donc cette année, il y a 27 films Labo qui sont présentés donc dans la compétition. Et on a 3 écoles invitées dans cette expo: la Martinière d'Hydro à Lyon, Saint-Géraud à Aurillac et Lafayette à Clermont. Elles ont bénéficié de quelques semaines en fait. C'est Ludovic Chavarot qui est le commissaire de l'expo, qui en fait est intervenu auprès des étudiants, des élèves, qui a visionné les films avec eux et ensuite qui a accompagné les étudiants à créer des œuvres personnelles après le visionnage de films Labo. La compétition Labo, elle existe depuis une vingtaine d'années, 21 ans aujourd'hui, enfin cette année, et elle regroupe en fait des films expérimentaux qui sont un peu inclassables, qui tentent de nouvelles choses qu'on peut pas classer et qui n'ont pas d'étiquette en fait particulière. C'est des films d'animation, documentaires, fiction, etc. Ce sont vraiment des films qui expérimentent, entre autres. Il y a des étudiants, des élèves et également des artistes qui ont été invités donc par Ludovic Chavarot à exposer, à réagir pareil à une œuvre Labo, dont pour les plus connus, Cécile Gambini, Florent Chavouet notamment, et Marc Brunet-Mestas qui travaille pas mal autour de la gravure. Voilà. Donc il y a vraiment une diversité
des pratiques, une diversité d'artistes également présents ici dans l'expo Anatomie du Labo. L'exposition elle est ouverte jusqu'à toute la durée du festival, du mardi au samedi et même un peu plus jusqu'au 28 février. On le dit souvent, hein, allez voir des films bien sûr sur ce festival du court-métrage, mais profitez aussi des à côté, il y a des expositions, il y a tout un tas de choses qui méritent le détour pendant ces 8 jours en fait à Clermont-Ferrand. C'est notre seconde séquence maintenant sur le plateau d'Instant Court, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Bedbédé dans notre séquence à court ouvert. Jingle. Sébastien, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Instant Court. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de votre court-métrage qui s'appelle Planète Triste. Planète Triste, avec cette histoire de Rémi, qui alors est un professeur qui a réalisé quelques petits courts-métrages, mais avec très peu de succès. Et c'est l'histoire en fait de Rémi qui va se lier d'affection et de sympathie avec des élèves. Et on en parlera plus tard, mais il y a un vrai travail de mise en abîme dans ce court-métrage. Mais je vais vous laisser avec Maxime qui va vous poser quelques questions sur ce travail. Merci beaucoup, Evan. Enchanté, Sébastien. J'ai personnellement adoré votre film qui se nomme Planète Triste. Et je me suis un peu surpris, j'ai même aimé à l'imaginer comme un peu intime. Je me suis posé la question si, du coup, est-ce que on peut habilement remplacer Rémi par Sébastien Bedbédé? Est-ce que vous avez vécu un peu cette position Alors oui, évidemment, parce que quand on choisit un personnage comme Rémi, on peut vraiment y mettre beaucoup de soi. En fait, c'est un personnage de fiction, mais dans lequel, évidemment, il est réalisateur de courts-métrages. Oui, il n'est pas professeur, attention, parce qu'il devient un professeur. Il devient un professeur, effectivement. De force, presque quasiment. Et évidemment, j'ai écrit ce scénario en repensant à des expériences assez intimes. Et évidemment, aussi en grossissant le trait, parce que voilà, Grégoire Teknakian, qui joue ce professeur, a cette capacité d'incarnation et d'aller vers la comédie, mais aussi vers des ressentis très intérieurs et qui étaient pour moi des possibilités d'exprimer des choses que j'avais envie d'exprimer. Ouais, totalement, le comédien qui fait une prestation absolument magnifique. Enfin, il est très touchant, il est magnifique, je trouve, dans ce rôle. Et je me suis vraiment posé une question, c'est parce que je trouve que vous avez réussi à retranscrire un sentiment juste de la tristesse. C'est pas une tristesse pathétique, en fait, c'est une tristesse que je trouvais très juste. Et ça, c'est tout au long du court-métrage. Je veux dire, sa situation, elle est pas non plus déplorable, mais on voit qu'il a des ambitions, ce garçon, mais comme beaucoup de gens, il est bloqué un peu ce statut de réalisateur de court-métrage. Et du coup, pour revenir à ça, j'avais une première question, c'est est-ce que vous y croyez, vous, à cette légitimité du long-métrage? Est-ce que vous pensez que le long-métrage est forcément la consécration qui vient nous décerner le titre de réalisateur? C'est une très bonne question, parce qu'on aurait tendance facilement à répondre oui, mais non, je pense pas du tout. Enfin, moi, je fais partie des quelques réalisateurs, je déplore un peu qu'il n'y en ait pas beaucoup plus, mais qui continuent à faire du court entre deux longs métrages. Et donc, pour moi, un film est un film, et c'est un peu bateau de dire ça, mais je mets le même engagement dans quel que soit le format. Donc non, pour moi, un long métrage ne légitime pas du tout. Moi, je continue à faire des courts pour plein de raisons, mais l'une d'entre elles, qui est peut-être pas la première, mais c'est aussi parce que je continue d'apprendre en faisant des films, et que c'est très long et parfois compliqué d'attendre 2 ans, parfois 3 ans entre deux projets. Donc non, je pense pas du tout que le long métrage est légitime. En fait, non. Pour moi, on est apprenti cinéaste toute sa vie, quoi. Quand on a décidé ça. Pardon, c'est mon téléphone. Petite chute en direct dans Instant Court. Ça aurait été trop beau, imperfect de ma part. Est-ce que du coup, vous avez une idée à peu près du nombre de productions que vous avez produit du coup au cours de toute votre carrière? J'ai du mal à compter, en fait, mais du mal à compter, c'est pas du tout, c'est vraiment pas de la fausse modestie, mais il y a des objets plus hybrides qui, je sais pas si on peut les considérer comme des courts métrages. J'ai travaillé pour Blow Up sur Arte, par exemple, qui sont des formats très courts. Je sais pas s'il faut les considérer comme des courts métrages ou des voilà, produits plutôt télévisuels, mais voilà. Donc, en tout cas, j'ai fait. Je vais sortir bientôt mon 8e long métrage, et je crois que j'ai fait 7 ou 8 courts métrages, je crois, en comptant les moyens, les courts. Voilà, plus ces objets un peu plus hybrides. Mais c'est super, vous parlez d'objets hybrides, parce que justement, dans Planète Triste, je trouve qu'il y a une espèce de vrai mélange de genres, avec ce personnage de Rémi qui est écrit comme
Voilà, il y a ce côté vachement burlesque avec l'éthique dès la première séquence avec ce montage-là. Il y a une tentative de comédie romantique et bon, pour ceux qui ont vu le film, on voit bien que ça échoue lamentablement malheureusement. Il y a presque un passage en revue de tous les genres cinématographiques. Ça, il y a tout un truc de SF. le aussi, film de science-fiction. Exactement. Du coup, je me suis posé la question, c'est vous qui avez l'air d'être totalement rempli d'un amour pur et sincère du cinéma et sur toutes ses coutures. Est-ce qu'il y a un genre qui vous attire pour une prochaine production, un truc que vous n'avez jamais osé essayer, vous avez dit qu'il y a un truc qui pourrait vous stimuler plus pour votre prochaine production, à moins que vous ayez déjà tout fait? Ah non, mais évidemment, loin de là, mais je fonctionne rarement comme ça en fantasmant un genre où, effectivement, vous avez raison de dire que tous ces genres-là me nourrissent. Je pense que mes premières émotions de cinéphile, quand je pense à l'enfance, avaient à voir avec le cinéma fantastique, en fait. Et c'est pas pour rien que dans le film, il y a le choix de registre des élèves, de ces lycéens, c'est la science-fiction. Donc voilà, mais le film mon prochain film qui sortira s'appelle Les Braves, et c'est un film qui est une extension d'un court-métrage qui était présenté il y a 2 ans à Clermont-Ferrand qui s'appelle Jusqu'à l'os. Et dans Jusqu'à l'os, un des personnages principaux du film est un zombie. Et pourtant, c'est un film absolument réaliste par ailleurs, mais c'est un film qui confronte, voilà, c'est une comédie, mais qui met en scène, entre autres, un personnage de pur genre, de pur cinéma de genre. Donc voilà, je dis pas que c'est mon film qui est l'aboutissement de quelque chose, mais voilà, comme je disais, que je me pose de questions de film en film, de projet en projet. Celui-ci, il en pose beaucoup, et voilà, il fait appel au cinéma gore comme à la pure comédie, et comme à des références du genre de cinéma français des années 80 ou début des années 90. Enfin, voilà. Mais bon, c'est une autre histoire. J'achète. Félicitations. Vous êtes très fort en pitch. Je le prends. Et j'avais eu une dernière intervention. Vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure en confessant que Rémi est un personnage intime pour vous, mais comme dit, encore une fois, j'étais vraiment fasciné par la fois l'interprétation et l'écriture parce que je trouve très juste. Je me suis demandé en fait si le parcours d'écriture d'un personnage comme Rémi est jonché de ratures. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un peu tiré les cheveux pour essayer d'être juste tout le temps vous savez, histoire d'avoir une espèce de filtre gris, mais qui ne dépasse pas la pellicule, c'est-à-dire qui ne vient pas trop assombrir cette pellicule-là. Dans l'écriture, oui, dans l'écriture. Non, pas du tout. Non, je crois que c'est le scénario que j'ai écrit le plus vite, en fait. Je crois que je l'ai écrit en une semaine et quasiment sans retouche. Parce que je crois, pour les raisons que vous évoquiez au début, sur ce cas, j'ai l'impression de le connaître, c'est un frère. Si c'est pas un double, c'est un frère au moins, ce personnage. Et très vite, en fait, il faut savoir que le film est à la base une commande, en fait, d'un dispositif initié par la mairie d'Ivry et le lycée et le cinéma d'Ivry, qui a donné lieu à des films plutôt documentaires, mais des films de cinéastes comme Claire Simon, comme Jean-Gabriel Perriot. Et moi, ça faisait plusieurs années qu'on me proposait de participer, j'avais jamais le temps. Et quand j'ai accepté cette mission, donc il y avait cette idée de tout de suite de la mise en abîme, c'est-à-dire on me demande, moi, réalisateur, de faire un film dans un lycée, je vais prendre comme personnage principal un réalisateur à qui on demande de faire un film dans un lycée. Donc il y avait cette mise en abîme. Et la deuxième chose qui était très importante, que j'ai eue tout de suite, c'est que sur un synopsis comme celui-ci, on peut s'attendre à un film très classique et comment dire, assez stéréotypé, de se dire ça va être encore une fois, je dis ça avec un peu presque d'agacement, mais ça va être un prof ou un cinéaste professeur qui va sauver ces pauvres lycéens de banlieue et les amener vers la vérité. Et le film, je savais dès le début, ça devait être le contraire qui allait se passer. C'est-à-dire que c'est eux qui vont le sauver, en fait. Et voilà, je pense que c'est un film qui parle de ça, qui inverse ce cliché, cette position un peu cliché, un peu misérabiliste. Je pense que c'est un film le contraire d'un film misérabiliste. Ouais, c'est totalement ça. Il y a 2 choses, moi, alors vous en avez parlé, en fait, vous avez ouvert la brèche. Bon, déjà, moi, j'adore les films de cinéma dans le cinéma. J'adore le travail sur les mises en abîme. C'est-à-dire que là, en fait, le propos du film, c'est le film lui-même à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on voit le film se construire sous nos yeux. Donc déjà, ça c'est ma première question. Ma deuxième, je l'ai dit avant de l'oublier, même si elle est notée sur mon papier, c'est le propos social du film. Vous en avez déjà parlé un petit peu. Oui. Ça parle aussi d'amour, ça parle de tendresse, ça parle de bienveillance, mais c'est pas du tout niais, c'est pas du tout cliché, c'est pas du tout attendu ni convenu. C'est plutôt juste, en fait. C'est une vraie histoire de relations humaines qui se construisent et qui sont sincères, en fait, et spontanées. Et on n'attendait pas, on s'attend pas spécialement à ça. C'est pas convenu, en fait. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Oui. Alors la première intervention, c'était sur.
Le film qui se construit le film qui sous se nos construit, yeux. oui, Ouais. le film dans le film. Ouais. Alors, effectivement, moi aussi, j'adore ça, en fait. Et il y a combien? Il y a au moins 3 films dans Planète Triste. Il y a mon film. Il y a le film que montre Rémi pour se faire connaître des lycéens qui s'appelle Néant et qui n'a pas l'air d'être un chef-d'œuvre absolu du cinéma d'art et essai, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc le film qu'ils réalisent ensemble, donc qui n'est pas une évidence quand on voit le film. Mais pour moi, le film qu'ils réalisent ensemble s'appelle Planète Triste, en fait. Et donc c'est leur film qui s'appelle Planète Triste et qui donne le titre au mien aussi. Donc voilà, donc il y a cette mise en abîme qui était évidemment très intéressante. Et il y a toujours un plaisir aussi, je trouve, à filmer, plus que de filmer le film dans le film, mais de filmer les à côté et la réception des émotions que peuvent produire tel ou tel film. Voilà. Après, ça me touche beaucoup ce que vous dites sur la bienveillance des personnages et le fait que ça soit pas des choses forcément habituelles. Moi, je me force pas à écrire ça, en fait, mais ça vient de manière assez naturelle, et c'est vrai que ce qui a aidé et contribué peut-être à ce positionnement, c'était la période qu'on traversait, en fait. En fait, on a tourné le film alors c'était à le moment du tournage, c'était le couvre-feu et le distanciel dans les lycées et les collèges. Donc en fait, ça faisait plusieurs semaines qu'ils ne se voyaient plus ou qu'ils avaient presque plus aucun contact ou très peu entre eux et les enseignants et entre eux lycéens. Et donc on se retrouve pour faire le film, parce qu'on avait le droit de tourner. Il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire, mais de manière assez incroyable, on avait le droit de tourner. Et nous, du coup, on en a profité comme un peu. J'aime bien parler de résistance, en fait. On se retrouvait dans ce lycée fermé à créer quelque chose ensemble. Et c'était très beau à vivre. Et je pense que c'était un moment de lutte et de résistance et d'essayer d'amener de la joie encore dans cette période où c'était dur d'en trouver, quoi. Sébastien Bedbédé, le réalisateur de Planète Triste, un très beau court-métrage à retrouver en compétition au festival de Clermont-Ferrand. Et je dois une dernière intervention. Oui. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces jeunes apprentis cinéastes, comme vous l'avez si bien dit, qui se lancent du coup dans des interventions, dans le lycée, des conseils? Est-ce que même vous les encouragez à faire ce genre d'événement, aller à l'encontre de ces jeunes pour leur transmettre la passion du cinéma? Vous voulez dire, oui, le principe de l'atelier? Oui, à des confrères. Oui. Alors, je sais pas, ça dépend vraiment des personnes, c'est assez très curieux. Moi, j'avais eu une expérience qui était assez difficile il y a très longtemps d'atelier, et celle-ci a été un pur bonheur, quoi. Mais je pense que, oui, en tout cas, moi si je peux répondre d'une manière très personnelle, ils m'ont énormément apporté, quoi, en tout cas. Et ça a été, voilà, je suis comme Rémi, en fait, j'ai été nourri par eux, par cette expérience. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau, Sébastien. Bonne continuation, bon festival. C'est l'heure de l'avis de la critique maintenant. L'avis de la critique, deuxième édition. Aujourd'hui, nos 2 critiques cinématographiques qui travaillent pour un média dont on taira le nom vont vous donner leur avis avec un invité en plateau. On regarde. Bonjour chers téléspectateurs pour cette nouvelle émission de L'avis de la critique en compagnie de monsieur Enzo Huatez, le réalisateur de La Maladie, dont nous allons voir tout de suite la bande-annonce. Bonjour monsieur Huatez. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre film? Bien sûr, alors mon film part Enfin, si on peut appeler ça un film, je dirais plutôt que c'est un tutoriel des choses à ne pas faire si l'on aspire à faire du cinéma. Mais enfin mon cher Enzo, toutes mes félicitations les plus sincères. Merci. En seulement 2 minutes 20, vous m'avez fait réévaluer mon standing de qualité, tant mais même que je m'en voyais déjà congratuler
Camping 3, tant celui-ci comparé comme un chef-d'œuvre à côté de votre échec fumant. 2 minutes 20, vous dites? Votre court-métrage est une preuve de la relativité du temps, car j'ai eu l'impression de vivre au moins 5 vies avant que votre intrigue aille quelque part. Et où dans mon cœur, je vais vous le dire, moi, elle nous jette cruellement dans un gouffre brumeux où les incohérences en sont les sinistres habitants. Et où le mauvais goût en serait le président. Et la fainéantise intellectuelle, le Premier ministre. Mais monsieur Wattez, vous êtes une blague! Une fumisterie! Vous vous vantez de raconter une histoire où rêver est prohibé, mais croyez-moi bien que durant la projection, j'ai rêvé de claquer la porte de la salle plus d'une fois. Et comme disait le Dr King, j'ai eu un rêve, que le mauvais goût et l'amateurisme ne se mêlent plus avec ce qu'on appelle le cinéma. Je pense sincèrement que le visionnage de ce court-métrage serait le dernier vœu d'un condamné à mort sadomasochiste, où celui-ci rêverait de se crever les yeux une bonne dernière fois. Mon cher papillote, si vous voyez un autre film avec ce monsieur au générique, n'hésitez surtout pas à me réserver le même sort. C'est une promesse que je vous fais en tout point, en tout honneur, mon cher quart de chien. Et sur cette belle interview, juste et détonnante, nous vous souhaitons un bon appétit. Allez, cassez-vous maintenant. Et merci à Jordan, Enzo et Maxime pour la préparation de cette chronique un peu particulière, complètement détonnante. C'est l'heure de notre rubrique Labo maintenant avec l'arrivée de Daniela dans notre salon. Salut Daniela. Bonjour Evan à nouveau. Merci d'être venu nous parler encore avec un nouveau film des programmations Labo à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, tu as choisi un cours qui s'appelle Marco et Pologo Run Strange Girl. Je ne sais plus trop comment ça s'arrête. Bref, Marco and Pologo, c'est ça, hein? Marco et Pologo Round. Ouais, il manquait un mot. Vous voyez, sur mes fiches, c'est mal orthographié. Il faudra que j'accuse de façon tout à fait imméritée la personne qui l'a préparé, c'est-à-dire moi. Daniela, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le synopsis de ce cours? Oui, bien sûr. Alors, c'est une production québécoise animée. Et en fait, il se passe dans la vie d'une couple. Marco, il se réveille le jour de son anniversaire et Polo, sa copine, avait préparé un gâteau d'anniversaire. Tout se passe bien. On retrouve un couple complètement normal. Ils se parlent d'une discussion qu'ils avaient eue la veille. Jusqu'à là, tout rien d'exceptionnel. Sauf que si on fait bien attention au décor, il y a des petites particularités. C'est-à-dire que leur maison, elle est remplie de scotch. Il y a beaucoup d'objets qui sont attachés. Par exemple, les couteaux sont attachés à la table avec du scotch, les portes réparées avec du scotch, les miroirs, et ainsi de suite. Et puis, une autre particularité de cette maison, c'est qu'elle est assez fragile. Les objets, par exemple, que Marco touche, ils se cassent avec une grosse facilité. Puis, en avançant dans l'histoire, on a Marco et Polo qui rentrent dans une discussion. Et par cette discussion, on aura des petits événements un peu étranges qui vont se déclencher. C'est-à-dire que la gravité sera inversée, carrément. Et puis la discussion elle s'intensifie. Plus leur monde commence littéralement à se foutre en l'air. Bah écoute, on va regarder le teaser de ce court-métrage. I didn't have any fresh blueberries, so I scraped the tops of those little yogurts your mother buys you. I can see that. What do you mean? I did it for you. It's sweet. It really is. Did you see Elise last week? No. Be honest. Something very strange just happened. Can't we just go back to bed and finish the crossword? You are not spending your birthday in bed. Now close your eyes and make a wish.
Moi, je serais curieux de savoir ce que prennent les réalisateurs des programmes labo, mais à mon avis, ils se mettent bien quand ils écrivent leur scénario et quand ils tournent leur film. Mais Daniela, il y a un vrai sens caché, il y a un vrai sens suggéré dans ce film, il y a une allégorie. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Si on regarde bien, en fait, le décor il raconte une histoire bien plus large que celle du couple, justement. On a cette maison, pour moi, cette maison représente une allégorie de leur relation et de leur type de relation aussi, leur style de vie. C'est-à-dire qu'on a une maison très fragile qui est réparée à coups de scotch. Et ils ont souvent des discussions, c'est-à-dire que leurs problèmes, pour moi, ils se les réparent de manière très superficielle et ça a été réparé avec du scotch jusqu'à ce que ça a tout pété. Et ça, on le comprend uniquement par le décor. C'est parce qu'ils continuent à avoir des conversations complètement normales. La Polo, elle semble ne pas constater que leur maison elle est en train de se foutre en l'air. Elle continue à faire des activités quotidiennes comme si rien ne l'était. Tandis que Marco, il est complètement inquiété par ce décor qui se fout en l'air. Et c'est le seul qui semble s'inquiéter vraiment pour leur relation et pour leur maison. Allez, une expérience à vivre, ces séances labo du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est pour tout le monde. C'est une expérience à faire avant de partir et de quitter Clermont-Ferrand jusqu'à l'année prochaine, on l'espère. Enfin, on disait ça aussi avant le Covid-19. C'est l'heure de la rubrique court-circuit, mon billet d'humeur du jour. Hier soir, en sortant de la cafette, on a vu le SMS de Jean-Luc Mélenchon envoyé à Christiane Taubira fuiter. Alors non, le candidat de l'Union populaire ne proposait pas un lait fraise à la nouvelle égérie de la primaire impopulaire, ni même une sortie Thalasso. Pourtant, le scénario aurait pu donner lieu à une nouvelle saison des Feux de l'amour, dont la saison 248 est actuellement diffusée sur TF1, une série qui, pour la première fois de l'histoire du cinéma, a fait l'objet d'un classement au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Une annonce qui n'a pas échappé à Bernadette, bénévole depuis 1927 sur le festival de Clermont-Ferrand, et qui nous confiait ce matin sa fascination pour une série qu'elle consomme depuis le premier jour de sa retraite en 1966. Bernadette, toujours, qui était inquiète après l'infection urinaire de Cachou, son bichon maltais, amené en urgence chez le mécanicien vétérinaire de son village. Heureusement, le bougre s'en sort seulement avec une bonne vidange et une ablation des testicules. Mais sur notre passage à la Maison de la Culture, il y avait aussi une file impressionnante pour la première diffusion d'un remake bulgare de Ratatouille, avec Jean Messia dans le rôle du rat bleu et Gilbert Collard dans le rôle de l'immonde client obèse et boutonneux avec des pellicules jusque dans les poils de dos et une varice dans le nez, ce qui lui donne une allure d'ivrogne à la laine de hyène. La hyène, d'ailleurs, du film Le Roi Lion, qui faisait une apparition dans ce crossover inédit, est interprétée par Éric Zemmour, le même faciès, le rire démoniaque en plus. Eh bien voyons, direz-vous, c'est quand même très politisé cette chronique. Eh bien oui, et figurez-vous que j'éprouve une forme de satisfaction assez puérile à le faire, surtout à imaginer les noms d'oiseaux préférés par les soutiens de certains candidats à la prochaine présidentielle derrière leur écran. On les salue. Mais revenons à nos moutons, miraculés, comme celui du film présenté par Bogoré qui, on le rappelle, n'a pas seulement échappé à la fête de l'Aïd, comme Christine Boutin a échappé à Thanksgiving pour filer à une cousinade, mais a aussi donné lieu à un film. Parce qu'Instant Court, c'est surtout du cinéma. C'est du cinéma, mais c'est de l'amour. C'est beaucoup de titres, beaucoup de frites à la cafette aussi. Hier soir, d'ailleurs, il ne restait plus que ça. Alors certains diront que j'ai haussé un peu le ton, mais il n'en avait plus non plus. Alors j'ai été contraint de me rabattre sur une mousse au chocolat aux allures de lendemain de soirée bien trop alcoolisé, style transit intestinal qui impose un passage aux urgences de l'hôpital le plus proche. Et sur une salade de fruits de saison, mais pas de celle-là, hein, celle d'avant quoi. Malgré toutes nos panses bien remplies, nous sommes allés boire un verre de boisson non alcoolisée dans un bar mal fréquenté, rempli de mauvaises gueules et qui puait le vieux slip, celui qu'on a porté clairement plus d'un jour et dans lequel on trouve toutes sortes d'échantillons pas nets. Là-bas, Emmerich s'est hissé en demi-finale de la compétition de fléchettes, juste devant un alcoolique notoire, un électeur de Jean Lassalle un peu trop attaché à ses racines et à sa mère, et un pêcheur d'eau douce, habitué des compétitions dans le village de Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite, dans la Loire. Dédicace. Et puis, enfin, on a pu faire un tour sur le marché pro du festival, installé dans le gymnase Pierre de Coubertin. Comme d'hab, on ne sait pas vraiment ce qu'on va chercher, on ne comprend rien à la moitié des discussions, mais on ressent une certaine fierté et un plaisir à peine fin de marcher dans les allées de ce qui reste le plus grand marché de films courts au monde.
ici, à Clermont-Ferrand. Et oui. Et malgré mes blagues de mauvais goût, mon impolitesse manifeste et mon ton irrévérencieux à souhait, les gens nous souriaient derrière leur masque à l'heure que nous leur tirions la langue. Englouti dans une séquence qui, chaque soir, ne se termine plus, je vois encore le regard désemparé de mon équipe en régie, obligé de subir avec un effroi visible dans leurs yeux des tacles violents et sans retenue contre les pires personnalités qui soient. Pierre du LIF, non pas de l'IFP, mais du Festival du film Jeune de Lyon, me foudroie du regard, lui qui a eu la très mauvaise idée de nous impliquer encore davantage dans son festival et qui se rend compte trop tard qu'il vient de faire rentrer le loup dans la bergerie. Trop tard, Pierre. Mes jeux de mots ignobles et mon absence totale de race dans des propos franchement irrespectueux ont fait leur mauvais effet. Pour sa part, l'équipe de Spectre prépare une nouvelle émission de culture appelée The Fantasy. Alors, vous aimez les chroniques inédites, mentales, mais aussi drôles? N'hésitez plus, abonnez-vous à la page Facebook de Spectre qui s'affiche en bas de votre écran. Il n'en faudra pas plus à notre fan club pour nous applaudir vivement, tandis que je vois défiler le temps qui passe, celui qui nous ramène un peu plus vers un retour précipité et pas vraiment souhaité vers le buffet d'entrée de la cafette. Il est l'heure pour moi de conclure en beauté. L'air niais et la face grise, mais le cœur léger. Comme une brise d'hiver accompagnée d'une crotte de pigeon lâchée en plein vol dans les cheveux ondulés de Camille qui a monté le micro-trottoir. J'achève ma chronique sur un sourire narquois masqué et je vous dis à demain pour un prochain numéro d'Instant Court, votre émission profondément indigne animée sur un média qui l'est tout autant et qui s'en moque. Passez tous une bonne soirée. À demain. Ciao. Thank you.